Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le marché de Maxwell Street. Il peignait le trottoir fissuré de bandes d'or et de gris. L'odeur des oignons frits et du café bon marché flottait dans l'air, se mélangeant au gaz d'échappement des voitures qui passaient. Les vendeurs criaient des prix en espagnol et en polonais. Des enfants se couraient de près entre les étals. Ils vendaient des contrefaçons de montres et des vêtements d'occasion. Au milieu de ce chaos se tenait un homme qui n'était pas à sa place. Vincent Blackwell portait un manteau qui coûtait plus que ce que la plupart des gens ici gagnaient en un mois. Ses chaussures étaient en cuir italien. Elles étaient maintenant couvertes de la saleté des rues du Southside, mais ce n'étaient pas ses vêtements qui faisaient que les gens s'écartaient sur son passage. C'était son regard, froid, vide. Le regard d'un homme qui avait trop vu et ne craignait rien, ou presque rien. Dans ses mains, il tenait une affiche. Le papier était usé, ramolli à force d'être plié et déplié 1 millier de fois. Les bords étaient déchirés. Des taches de café brouillaient un coin, mais le visage sur la photographie restait net. Un garçon aux cheveux sombres et bouclés, avec un sourire qui pouvait illuminer une pièce. Ethan Blackwell, âgé de 7 ans sur la photo, 9 ans maintenant, s'il était encore en vie. Vincent a pressé l'affiche contre un poteau téléphonique et l'a fixé avec du ruban adhésif. Ses doigts tremblaient légèrement. Il a vite caché ce tremblement, un réflexe né d'années à ne jamais montrer de faiblesse. Il y a 2 ans, Ethan avait disparu après l'école. Un instant, il disait au revoir à son professeur. L'instant d'après, il n'était plus là. Pas de demande de rançon, pas d'appel téléphonique, pas de corps, juste un silence qui s'est étiré sur des jours, puis des semaines, des mois et des années. Vincent avait retourné Chicago pour chercher son fils. Il avait réclamé toutes ses faveurs, menacé tous ses ennemis, dépensé des millions pour des détectives privés. Il contrôlait la moitié du monde souterrain de la ville. Son nom faisait trembler des hommes aguerris. Pourtant, tout son pouvoir ne signifiait rien. Son fils avait disparu comme de la fumée dans le vent. Le monde voyait toujours Vincent Blackwell comme l'homme le plus dangereux de Chicago. Il voyait les costumes chers, le regard froid, l'armée d'hommes loyaux. Il ne voyait pas ce qui se passait derrière les portes closes. Les nuits sans sommeil, la chambre vide qu'il ne pouvait se résoudre à changer. La bouteille de whisky devenue sa seule compagne. Il mourait à petit feu, un jour à la fois. Vincent a reculé et a regardé l'affiche. Le sourire d'Ethan le fixait, figé dans le temps. Combien en avait-il posé? Des centaines? Des milliers? Chacune était une prière envoyée dans le vide. Il s'est retourné pour partir, pensant déjà à la prochaine rue, au prochain poteau, au prochain espoir futile. C'est à ce moment-là qu'il l'a vue. Une petite fille se tenait à environ 1 mètre de lui, l'observant. Elle portait une robe à fleurs délavée, 2 tailles trop grandes. Ses cheveux blonds tombaient en vagues, emmêlés autour de son visage fin. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ans. Dans sa main, elle serrait un sac en plastique rempli de légumes flétris, mais ce sont ses yeux qui ont attiré l'attention de Vincent, bleus et clairs, comme des morceaux de ciel d'été. Et ils étaient fixés sur l'affiche dans ses mains. La fille a pointé un petit doigt vers la photo d'Ethan. « Monsieur, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, ce garçon habite dans ma maison. » Vincent sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le bruit du marché s'est évanoui dans le néant. Les cris des vendeurs, les pleurs des bébés, les klaxons des voitures, tout a disparu. Il n'y avait que cet enfant, cette petite fille aux cheveux emmêlés et aux pieds nus, qui montrait le visage de son fils. Il est tombé à genoux. Le trottoir froid et sale mordait à travers son pantalon coûteux, mais il s'en fichait. Pour la première fois en 2 ans, quelqu'un avait reconnu Ethan. Pas une fausse piste, pas un escroc cherchant une récompense. Un enfant qui n'avait aucune raison de mentir. « Qu'est-ce que tu as dit? » Sa voix était rauque, brisée. Il la reconnaissait à peine comme la sienne. La fille a fait un petit pas en arrière, serrant plus fort son sac de légumes. La peur a vacillé dans ses yeux bleus. Elle avait vu quelque chose sur son visage. Le désespoir, peut-être, ou la folie que 2 ans de deuil avaient gravé sur ses traits. Vincent s'est forcé à respirer. Il a adouci son expression, même si cela lui semblait aussi difficile que de briser de la pierre. « Je suis désolé, petite, je ne voulais pas te faire peur. » Il a levé l'affiche à 2 mains, gardant ses mouvements lents et doux. « Ce garçon sur la photo, tu as dit qu'il habitait dans ta maison. »
La fille a hoché la tête. Son nom, il l'apprendrait plus tard, était Lily Parker. Elle avait 6 ans. C'était la fille d'une femme qui vendait des légumes sur ce même marché. Mais à cet instant, elle était simplement un ange tombé du ciel avec un message. « Tu es sûr? » demanda Vincent. Ses mains tremblaient maintenant et il ne pouvait pas le cacher. « S'il te plaît, regarde bien. Es-tu absolument sûr? » Lily a étudié la photo avec le sérieux que seuls les enfants possèdent. Son petit front s'est plissé de concentration. Puis elle a levé les yeux et a de nouveau hoché la tête, plus fermement cette fois. « Oui, monsieur, c'est lui. Il reste dans la chambre du fond. Maman dit que je n'ai pas le droit d'y aller, mais je l'entends parfois. » Elle a fait une pause, se mordant la lèvre inférieure. Il pleure la nuit. Il appelle son papa. Les mots ont frappé Vincent comme des balles. Chacun a traversé sa poitrine, rouvrant des blessures qu'il avait tant essayé de refermer. Ethan était vivant. Son fils était vivant, enfermé dans une chambre, pleurant un père qui ne pouvait pas le trouver. Des larmes brûlaient les yeux de Vincent. Il les a refoulées furieusement. Il n'avait pas pleuré depuis le jour où Ethan avait disparu. Il avait transformé son chagrin en rage, sa tristesse en détermination froide. Mais maintenant, à genoux sur cette rue sale devant un enfant aux pieds nus, il sentait tout s'effondrer. « Merci », a-t-il murmuré. Les mots étaient totalement inadéquats, mais c'était tout ce qu'il avait. « Merci ». Lily a penché la tête, l'observant avec curiosité. Elle ne comprenait pas l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Elle ne savait pas qu'elle venait de donner à un homme mourant une raison de vivre. « Vous êtes son papa ?» demanda-t-elle. Vincent a hoché la tête. Il n'osait pas parler. Quelque chose a changé dans l'expression de la petite fille. Une décision a été prise derrière ses yeux clairs et bleus. Elle a tendu la main et a pris la sienne. Ses doigts s'étaient minuscules et froids contre sa paume. « Venez avec moi, dit-elle. Je vais vous montrer. » Et c'est ainsi que Lily Parker s'est mise à marcher. Elle guidait l'homme le plus dangereux de Chicago à travers les ruelles sinueuses du South Side vers une maison au secret caché derrière des portes verrouillées. Vincent a suivi, son cœur battant si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. Pour la première fois en 730 jours, l'espoir avait un visage. Il était petit, sale et portait une robe à fleurs délavée. Lily a guidé Vincent à travers un labyrinthe de ruelles étroites qui serpentaient comme les intestins d'une grande bête. Le South Side de Chicago les a avalés tout entiers. Ici, la ville montrait son vrai visage. Des graffitis couvraient tous les murs. Des couches et des couches de peinture en aérosol racontaient des histoires de gangs, d'amour perdu et de jeunes hommes en colère sans nulle part où aller. La musique sortait des voitures qui passaient, les basses si lourdes qu'elles vibraient dans la poitrine de Vincent. L'odeur de friture était épaisse dans l'air. Elle se mélangeait aux ordures, à la fumée de cigarettes et à autre chose. L'odeur indubitable de la pauvreté. Des enfants jouaient dans la rue, tapant dans un ballon de foot dégonflé entre des voitures rouillées. De vieilles femmes étaient assises sur des perrons délabrés, observant le monde avec des yeux fatigués. Personne ne regardait Vincent directement, mais il sentait leur regard glisser sur lui, remarquant le manteau cher, les chaussures cirées, le visage qui n'était pas à sa place. Il s'en fichait. Il ne voyait que la petite silhouette qui marchait devant lui, ses pieds nus claquant contre le pavé cassé. Ils ont tourné un dernier coin, et Lily s'est arrêtée. « C'est ma maison », dit-elle en montrant du doigt. Vincent a levé les yeux vers un bâtiment étroit de 2 étages, coincé entre ses voisins comme une dent pourrie dans un sourire tordu. La peinture avait peut-être été bleue autrefois, mais des années de soleil et de pluie l'avaient délavée en un gris maladif. Les fenêtres étaient couvertes de lourds rideaux, bloquant toute vue de l'intérieur. Une clôture en grillage entourait une petite parcelle d'herbe morte qui aurait pu être un jardin. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait ressemblé à une autre maison triste dans un quartier triste. Mais Vincent Blackwell n'était pas n'importe qui. Ses yeux se déplaçaient avec une précision d'expert, cataloguant des détails que les gens ordinaires manqueraient. La clôture était neuve, bien plus neuve que la maison elle-même. Du fil barbelé avait été ajouté sur le dessus, mal caché par des mauvaises herbes. Un petit dôme noir près de la porte d'entrée, une caméra de sécurité déguisée en lampe de poche. La porte elle-même avait 3 serrures distinctes, de qualité industrielle, du genre utilisé dans les entrepôts et les planques. Ce n'était pas la maison d'une simple vendeuse de légumes. Le sang de Vincent se glaça.
Chaque instinct qu'il avait développé en 20 ans dans le milieu lui hurlait dessus. Cette maison était une cage, une prison, et quelque part à l'intérieur, son fils était piégé. Il voulait défoncer la porte. Il voulait arracher ses murs à main nue, trouver Ethan et réduire tout le reste en cendres. La rage qu'il avait maintenue en vie pendant 2 ans a déferlé dans ses veines comme un feu, mais il l'a réprimé. Le contrôle. Il avait besoin de contrôle. S'il agissait de manière impulsive, il pourrait faire tuer Ethan. Quiconque était derrière ça avait gardé son fils caché pendant 2 ans. Ils étaient prudents, ils étaient dangereux, et ils n'hésiteraient pas à éliminer des preuves s'ils se sentaient menacés. Vincent s'est de nouveau agenouillé à côté de Lily, son visage calme, malgré la tempête qui faisait rage en lui. « Ta mère, dit-il doucement, parle-moi d'elle. Comment s'appelle-t-elle? » Karen, répondit Lily. Karen Parker. Elle vend des légumes au marché. Elle part tôt et rentre tard. La fille a hésité, baissant la voix. Parfois, des hommes viennent la nuit. Maman me dit de rester dans ma chambre quand ils viennent. Vincent a enregistré chaque mot. Karen Parker. Des visiteurs nocturnes. Une chambre arrière verrouillée. Les pièces commençaient à s'assembler et l'image qu'elle formait lui donnait la nausée. Merci, Lily, dit-il. Tu as été très courageuse. Il s'est levé et a regardé la maison une dernière fois, mémorisant chaque détail. Puis il s'est retourné et s'est éloigné, sortant déjà son téléphone. Il avait un appel à passer. Vincent est retourné au marché de Maxwell Street 1 heure plus tard. Il avait changé son manteau pour quelque chose de moins cher, troqué ses chaussures italiennes contre des bottes usées et tiré une casquette de baseball sur ses yeux. Il ressemblait à n'importe quel autre homme parcourant les étals, cherchant des bonnes affaires parmi les articles d'occasion. Mais ses yeux étaient fixés sur une seule personne. Karen Parker se tenait derrière une table en bois couverte de légumes, des carottes, des oignons, de la laitue flétrie, des tomates meurtries. Elle les disposait en piles soignées, ajustant les prix écrits sur des pancartes en carton. Elle avait 34 ans, selon la vérification rapide des antécédents que Tony avait effectués. Taille moyenne, cheveux bruns tirés en queue de cheval, un visage qui se fondrait dans n'importe quelle foule. Elle souriait à chaque client, riait à leurs blagues, complimentait les vieilles dames sur leurs robes, donnait des pommes gratuites aux enfants qui s'approchaient trop de son étal. Pour le monde, Karen Parker était une mère célibataire travailleuse, joignant à peine les deux bouts dans l'un des quartiers les plus pauvres de Chicago. Vincent l'a observé pendant 30 minutes avant de voir les fissures dans son masque. Le sourire n'atteignait jamais ses yeux. Son regard balayait constamment le marché, alerte et vigilant, comme une proie vérifiant la présence de prédateurs. Toutes les quelques minutes, elle jetait un coup d'œil à son téléphone. Pas le vieux téléphone à clapet qu'elle gardait sur la table, mais un autre, un smartphone qu'elle cachait dans la poche de son tablier. Quand elle pensait que personne ne regardait, elle vérifiait ses messages avec des doigts rapides et nerveux. Et puis il y a eu la montre. Elle est apparue sous sa manche quand elle a attrapé un sac de pommes de terre. Juste un éclair d'or et de diamants, là est disparu en un instant, mais Vincent l'avait bien vu. Une quartier valant plus que tout le reste de ce marché réuni. Aucune vendeuse de légumes ne possédait une telle montre. Vincent s'est reculé dans l'ombre d'un auvent voisin, son esprit s'emballant. Il avait passé 2 ans à chercher Ethan, 2 ans à suivre des pistes qui ne menaient nulle part, à payer des informateurs qui ne savaient rien, à chasser des fantômes. Pendant tout ce temps, son fils était caché ici même, au cœur pourri du South Side, gardé par une femme qui prétendait être pauvre tout en portant 20 000 $ à son poignet. Ce n'était pas un hasard, c'était organisé. Un souvenir a refait surface vif et amer. Il y a 2 ans, juste avant la disparition d'Ethan, des rumeurs avaient circulé dans le milieu de Chicago. Une nouvelle opération s'était installée en ville. Des enfants disparaissaient des terrains de jeu et des cours d'école. Quelqu'un dirigeait un réseau de trafic et ils étaient très, très doués pour rester cachés. Vincent avait entendu un nom à l'époque, prononcé à voix basse par des hommes qui ne craignaient pas grand-chose d'autre. Marcus Cole. Ses mains se sont serrées en poing. Marcus Cole, son vieil rival, l'homme qui avait trahi leur ancien patron et s'était taillé son propre empire dans l'ombre du South Side. Il s'était évité pendant des années. Une trêve tacite qui maintenait la paix. Mais si Marcus était derrière ça, si Marcus avait pris son fils, la rage que Vincent avait enfouie depuis si longtemps
a commencé à se frayer un chemin. Il s'est forcé à respirer. Pas encore. Il avait besoin de preuves. Il devait comprendre la situation dans son ensemble avant d'agir. Un faux pas, et Ethan en paierait le prix. Vincent a sorti son téléphone et a composé un numéro qu'il connaissait par cœur. Tony Russo a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était rauque, prudente. « Patron, j'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un, » dit Vincent, sa voix plate et froide. « Karen Parker, elle vit dans le South Side, vend des légumes à Maxwell Street. Trouvez tout, à qui elle parle, où elle va, qui lui rend visite la nuit. » Une pause. Tony savait qu'il ne fallait pas poser de questions quand Vincent parlait comme ça. Considérez que c'est fait. Vincent a raccroché et a de nouveau regardé Karen Parker, toujours souriante à ses clients, jouant toujours son rôle. « Profite-en tant que tu le peux, » pensa-t-il. « Ton temps est compté. » Cette nuit-là, Lily ne pouvait pas dormir. Elle était allongée dans son petit lit, fixant les taches d'humidité au plafond. Le matelas était fin et bosselé, la couverture rêche contre sa peau. Dehors, un chien aboyait, une alarme de voiture hurlait, puis se taisait. La maison craquait et gémissait comme un vieil homme essayant de trouver son confort. Mais ce n'était pas le bruit qui tenait Lily éveillée. C'était l'homme du marché, l'homme aux yeux tristes, qui l'avait regardée comme si elle était la personne la plus importante au monde, l'homme qui cherchait son fils. Son fils, le garçon dans la chambre du fond. Lily avait toujours su que quelque chose n'allait pas avec cette chambre. Maman ne la laissait jamais s'en approcher. La porte était toujours verrouillée, toujours fermée. Mais parfois, tard dans la nuit, Lily entendait des bruits, des pleurs, des gémissements, des mots prononcés si doucement qu'elle ne parvenait jamais à les distinguer. Ce soir, elle allait découvrir la vérité. L'horloge sur son mur indiquait 23h30 quand elle entendit des pas dans le couloir. Les pas de maman, doux mais déterminés, se dirigeant vers l'arrière de la maison. Lily retint son souffle et écouta. Une clé tourna dans une serrure. Du métal racla contre du métal, puis le grincement d'une porte qui s'ouvre. Lily glissa hors de son lit. Ses pieds nus ne firent aucun bruit sur le plancher de bois froid. Elle se glissa jusqu'à la porte de sa chambre et l'ouvrit juste d'une fente, juste assez pour voir le couloir faiblement éclairé au-delà. La porte de la chambre du fond était ouverte. Une fine ligne de lumière jaune se déversait sur le sol. Des ombres bougeaient à l'intérieur. Lily se pressa contre le mur et s'approcha lentement. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que maman l'entendrait, mais elle continua d'avancer, un petit pas à la fois, jusqu'à ce qu'elle atteigne le coin où le couloir tournait. Elle s'accroupit et écouta. « Mange », la voix de maman dure et impatiente. « J'ai dit mange. Tu dois avoir l'air en bonne santé quand ils viendront. » Silence. Puis une petite voix, tremblante et faible. « Je veux rentrer chez moi. S'il vous plaît, je veux mon papa. » La poitrine de Lily se serra. Elle connaissait cette voix. Elle l'avait entendue à travers les murs tant de fois, pleurant dans l'obscurité, mais elle n'avait jamais entendu les mots aussi clairement. Papa, l'homme du marché, l'homme à l'affiche. Taise-toi, maman a claqué. Ne parle plus de ton papa. Quelqu'un viendra bientôt te chercher. Une nouvelle famille. Tu l'oublieras complètement. Non. La voix du garçon s'éleva, désespérée et effrayée. Je ne veux pas de nouvelle famille. Je veux rentrer chez moi. Papa me trouvera. Il a promis qu'il me trouverait toujours. Un son sec, une gifle. Le garçon se tut. Lily plaqua sa main sur sa bouche pour ne pas se crier. Des larmes lui brûlèrent les yeux. Elle avait déjà vu maman en colère. Elle avait senti cette main contre sa propre joue. Mais c'était différent. C'était pire. C'était le mal. Elle ne comprenait pas entièrement des mots comme trafic ou enlèvement. Elle n'avait que 6 ans, mais elle comprenait la cruauté. Elle comprenait la peur et elle comprenait que le garçon dans cette chambre avait besoin d'aide. Lily retourna dans sa chambre et se glissa dans son lit. Elle remonta la couverture jusqu'à son menton et fixa le plafond, son esprit s'emballant. Elle devait faire quelque chose. Demain, quand maman irait travailler, elle trouverait un moyen d'entrer dans cette chambre. Elle trouverait des preuves et elle les apporterait à l'homme aux yeux tristes. C'était une décision bien trop grande pour une enfant de son âge, mais Lily Parker n'était pas une enfant ordinaire. Le matin arriva, gris et froid. Lily resta immobile dans son lit, écoutant les bruits familiers de sa mère se préparant pour le travail.
Le grincement de la porte de la salle de bain, l'eau coulant dans les vieux tuyaux, le claquement des talons sur le plancher de bois, le tintement des clés. Lily. La voix de maman traversa la porte, toujours aussi sèche. Je pars. Ne sors pas de la maison. N'ouvre la porte à personne. Il y a du pain sur le comptoir. Lily ne répondit pas. Elle garda les yeux fermés, faisant semblant de dormir. La porte d'entrée s'ouvrit, se ferma. Les serrures s'enclenchèrent l'une après l'autre, puis des pas s'éloignant dans la rue, devenant plus doux jusqu'à disparaître complètement. Lily compta jusqu'à 100 deux fois, puis elle jeta sa couverture et sortit du lit. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se glissait dans le couloir vers la chambre de maman. Elle n'y était jamais allée sans permission. Maman avait des règles, tellement de règles, et la punition pour les avoir enfreintes était rapide et douloureuse. Mais Lily pensa au garçon qui pleurait dans le noir. Elle pensa à l'homme aux yeux tristes. Elle poussa la porte. La chambre de maman sentait le parfum bon marché et la fumée de cigarettes. Le lit était défait, les draps enchevêtrés, des vêtements débordant du placard sur le sol, des bouteilles vides s'alignaient sur le rebord de la fenêtre. Lily commença à chercher. Elle vérifia d'abord sous le lit, ne trouvant que de la poussière et de vieilles chaussures. Elle ouvrit les tiroirs de la commode, écartant les sous-vêtements et les chaussettes. Elle regarda derrière le miroir, à l'intérieur des boîtes à chaussures, sous des piles de magazines. Rien. Elle était sur le point d'abandonner quand elle remarqua le tapis. Il était petit, délavé, placé maladroitement dans le coin près du placard. Un bord était légèrement recourbé, comme s'il avait été déplacé récemment et mal remis en place. Lily tira le tapis de côté. En dessous, l'une des lattes du plancher était différente des autres, plus neuve, moins usée. Et quand Lily appuya dessus, elle bougea. Ses petites doigts trouvèrent le bord et tirèrent, la latte se souleva avec un léger gémissement, révélant un espace sombre en dessous. Lily plongea la main à l'intérieur. Sa main toucha d'abord du métal froid. Elle se retira rapidement, le souffle coupé. Même à 6 ans, elle savait à quoi ressemblait une arme à feu. Maman en avait une. Elle l'avait déjà vue, rangée dans un tiroir. Elle n'y toucha plus. Au lieu de cela, elle chercha plus profondément et trouva autre chose. Du papier, beaucoup de papier, et un petit carnet relié en cuir noir. Lily sortit le carnet et s'assit sur ses talons. Les pages étaient remplies d'écritures manuscrites, de noms, de dates, de chiffres, d'adresses. Rien de tout cela n'avait de sens pour elle. Les mots étaient trop grands, les chiffres trop longs. Mais elle continua à tourner les pages, cherchant quelque chose qu'elle pourrait comprendre. Puis elle le trouva. Un nom écrit à l'encre rouge, entouré 2 fois. Ethan B. à côté d'autres mots. Livraison en attente, $50 000. Contacteur MC pour les arrangements finaux. Lily ne savait pas ce que signifiait livraison. Elle ne savait pas pourquoi quelqu'un paierait $50 000 pour un garçon. Mais elle savait que c'était important. C'était une preuve. Elle regarda les autres noms sur la page. Sarah M., Tommy L., Daniela R., d'autres enfants. Tellement d'autres. Ses mains tremblaient alors qu'elle arrachait soigneusement la page du carnet. Elle la plia 2 fois, puis encore 2 fois, la rendant assez petite pour tenir dans la poche de sa robe. Puis elle remit tout exactement comme elle l'avait trouvé. Le carnet, la latte de plancher, le tapis. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Le papier plié pressé contre sa hanche. Maintenant, elle devait trouver l'homme aux yeux tristes. La pluie commença à tomber juste au moment où Lily se glissa par la fenêtre arrière. C'était une pluie froide, du genre qui traverse les vêtements et s'installe dans les eaux. Le ciel était bas et gris, pesant sur la ville comme une lourde couverture. Des flaques se formaient dans les fissures du trottoir, reflétant la lumière terne d'un matin sans soleil. Lily courut. Ses pieds nus éclaboussaient l'eau sale. Sa robe collait à son corps mince, lourde et mouillée. Le papier plié dans sa poche devenait humide, mais elle pressa sa main contre lui, le protégeant du mieux qu'elle pouvait. Elle devait le trouver, l'homme aux yeux tristes, l'homme qui cherchait son fils. Le marché de Maxwell Street était plus calme sous la pluie. Les vendeurs se blottissaient sous des bâches en plastique, regardant le ciel gris avec des expressions fatiguées. Les clients passaient en hâte avec des parapluies et des sacs de course, impatients de finir leurs emplettes et d'échapper au froid. Lily chercha dans la foule, son cœur battant de la chamade.
Et s'il n'était pas là? Et s'il avait abandonné? Et si elle était trop tard? Puis elle le vit. Vincent Blackwell se tenait au coin du marché, près d'une vitrine barricadée. Il portait un manteau sombre et n'avait pas de parapluie. La pluie coulait sur son visage, dégoulinant de sa mâchoire, mais il ne semblait pas le remarquer. Ses yeux balayaient la foule, cherchant, attendant, la cherchant elle. Lily courut vers lui, ses pieds claquant contre le pavé mouillé. Quand Vincent la vit arriver, quelque chose changea sur son visage. Le soulagement, l'espoir, et en dessous de tout cela, une peur si profonde qu'elle semblait sans fond. Il tomba à genoux là, sous la pluie, sans se soucier de la boue ou de l'eau qui trempait ses vêtements coûteux. Lily. Sa voix était rauque. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Lily fouilla dans sa poche et sortit le papier plié. Il était humide maintenant, les bords mous et froissés, mais les mots à l'intérieur étaient toujours lisibles. J'ai trouvé ça, dit-elle en le lui tendant. Dans la chambre de maman, sous le plancher. Son nom est ici. Vincent prit le papier avec des mains tremblantes. Il le déplia lentement, prudemment, comme s'il pouvait tomber en poussière à tout moment. Ses yeux parcoururent la page. Des noms, des dates, des montants en dollars, et là, entouré d'encre rouge, 2 mots qui lui glacèrent dans le sang. Ethan bat livraison en attente. 50 000 $. C'était le prix que quelqu'un avait mis sur son fils, son beau et innocent garçon, réduit à un numéro dans un registre, un produit à acheter et à vendre. La rage vint vite et chaude, déferlant dans les veines de Vincent comme un feu de forêt. Sa mâchoire se serra, ses poings se crispèrent, froissant les bords du papier. Pendant un instant, le monde devint rouge, mais ensuite il regarda Lily, debout sous la pluie, frissonnante, trempée et courageuse au-delà de son âge. Il refoula la colère, l'enfouit profondément là où elle ne pourrait pas la voir. « Où as-tu trouvé ça? » demanda-t-il, sa voix soigneusement contrôlée. Lily lui raconta tout, la cachette sous le plancher, le carnet plein de noms, l'âme qu'elle n'avait pas touchée, les mots qu'elle avait entendus à travers le mur. « Un homme vient parfois à la maison, dit-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Tard le soir. Maman l'appelle Monsieur Cole. » Vincent devint très calme. « Monsieur Cole, répéta-t-il. Lily hocha la tête. Il est grand, il a une cicatrice sur le visage. Maman ait peur de lui, je le sens. Le nom résonna dans le crâne de Vincent comme un coup de feu. Marcus Cole, son vieil ennemi, son ancien partenaire, l'homme qui avait bâti un empire sur les eaux de la trahison et du sang. Et maintenant, Vincent connaissait la vérité. Marcus avait pris son fils. Marcus avait gardé Ethan caché pendant 2 ans, enfermé dans une maison en ruine du Southside, attendant de le vendre comme du bétail. Ce n'était pas seulement une affaire d'argent, c'était une vengeance. La pluie continuait de tomber, mais Vincent ne la sentait plus. Il resta figé à ce coin de rue, le papier humide serré dans sa main, son esprit ramené en arrière dans le timbre. 10 ans, une décennie de sang et de trahison. Et maintenant, enfin, la vérité. Marcus Cole, ils avaient été des frères autrefois, pas par le sang, mais par quelque chose de plus profond. 2 jeunes hommes sans rien, gravissant les échelons depuis les bas-fonds de Chicago, apprenant à survivre dans un monde qui les voulait morts. Ils avaient travaillé ensemble sous l'ancien patron, un homme nommé Salvatore Greco, qui régnait sur le milieu de la ville avec une poigne de fer et un cœur froid. Vincent était le stratège, le penseur, celui qui planifiait 3 coups à l'avance pendant que tout le monde trébuchait dans le présent. Marcus était l'exécuteur, le muscle, celui qui souriait en appuyant sur la gâchette. Ils étaient inarrêtables ensemble, jusqu'à ce que Marcus décide qu'il en voulait plus. La trahison est survenue une nuit d'hiver, très semblable à celle-ci. Salvatore Greco avait convoqué une réunion dans son entrepôt près des quais. Vincent était arrivé en retard, retardé par la circulation et le mauvais temps. Au moment où il a franchi la porte, le vieil homme était déjà mort, son sang s'étalant sur le sol en béton, et Marcus se tenait au-dessus de lui avec une arme fumante et un sourire que Vincent n'oublierait jamais. « Le trône est vide », avait dit Marcus, enjambant le corps comme s'il s'agissait d'ordures. « Il est temps pour de nouveaux rois. » Ils avaient divisé Chicago cette nuit-là. Vincent prit le North Side avec ses restaurants, ses entreprises légitimes et ses rêves de devenir honnête. Marcus garda le South Side avec ses drogues, ses armes et un empire bâti sur la misère humaine.
Pendant des années, ils avaient maintenu une paix précaire, deux prédateurs se tournant autour, aucun ne voulant frapper le premier. Vincent s'était concentré sur la construction de quelque chose de réel, quelque chose qu'il pourrait transmettre à son fils. Il avait épousé Elena, une femme qui voyait le bien en lui-même quand il ne pouvait pas le voir lui-même. Ils ont eu Ethan, et pendant un bref et beau moment, Vincent avait cru qu'il pourrait laisser les ténèbres derrière lui. Puis Elena est tombée malade, un cancer, du genre le plus cruel. Il l'avait rongée de l'intérieur, lentement et sans pitié, pendant que Vincent regardait, impuissant. Elle est morte il y a 4 ans, le laissant seul avec un garçon de 5 ans et un cœur en cendres. Marcus avait envoyé des fleurs à l'enterrement, des lys blancs, une carte sans signature. Vincent les avait brûlés tous les deux. 2 ans plus tard, Ethan a disparu. Et maintenant, Vincent comprenait. Il ne s'était jamais agi d'argent. Marcus n'avait pas besoin de 50 000 $. Il avait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en des vies. Il s'agissait de vengeance. Marcus avait toujours été jaloux. Jaloux du succès de Vincent, jaloux de sa famille, jaloux de l'amour qu'il avait trouvé avec Elena, l'amour que Marcus lui-même ne connaîtrait jamais. Prendre Ethan n'était pas une affaire. C'était personnel, une blessure conçue pour saigner éternellement. Mais Marcus avait fait une erreur. Il avait gardé Ethan en vie, peut-être comme monnaie d'échange, peut-être comme un trophée tordu, peut-être simplement pour prolonger la torture, sachant que quelque part dans la ville, Vincent souffrait. Quelle que soit la raison, cela donnait une chance à Vincent. Il baissa les yeux sur Lily, toujours debout sous la pluie, le regardant avec ses yeux bleus clairs. « Merci, dit-il doucement. Tu m'as tout donné. » Puis il se redressa, son expression se durcissant en quelque chose de froid et de dangereux. Il récupérerait son fils, et Marcus Cole paierait pour chaque jour. L'arrière-salle du Blackwell Bistro sentait le fumet de cigares et le vieux cuir. De lourds rideaux bloquaient les fenêtres, gardant le monde extérieur à sa place. Une seule lampe projetait une flaque de lumière jaune sur la table en chêne où Vincent était assis, le papier froissé étalé devant lui comme une carte au trésor. Tony Rousseau se tenait près de la porte, les bras croisés, son visage balafré, tendu d'inquiétude. Autour de la table étaient assis 4 autres hommes, les soldats les plus fidèles de Vincent. Chacun choisi pour sa loyauté et son silence. « Cette maison n'est pas l'opération principale, » dit Vincent, sa voix basse et stable. « C'est un point de transit, un endroit pour garder les enfants avant qu'ils ne soient déplacés vers les acheteurs. Marcus garde sa vraie base ailleurs. » Tony hocha lentement la tête. Mes sources le confirment. Le quartier des entrepôts près de l'ancien abattoir. Marcus a au moins 20 hommes là-bas en permanence armés. Dangereux. Si nous attaquons la maison directement, Marcus le saura en quelques minutes, dit l'un des hommes. Il tuera le garçon avant que nous ne puissions nous en approcher. La mâchoire de Vincent se serra. Ils avaient raison. Une attaque frontale serait un suicide. Marcus était paranoïaque, prudent, toujours 3 coups d'avance. Il avait survécu si longtemps en ne sous-estimant jamais ses ennemis. « Nous devons faire sortir Ethan discrètement, dit Vincent, avant même que Marcus ne sache que nous l'avons trouvé. » Le silence tomba sur la pièce. Les hommes échangèrent des regards inquiets. Ils étaient des tueurs, des voleurs, des hommes qui avaient fait des choses terribles sans sourciller. Mais c'était différent. C'était personnel. Il y a un moyen, continua Vincent. La femme Karen Parker. Elle quitte la maison quelques soirs par semaine pour rencontrer Marcus, faire des rapports sur les enfants, collecter les paiements. Quand elle est partie, la maison n'est pas gardée. Tony fronça les sourcils. Et comment entrons-nous? Cet endroit est verrouillé à double tour. Vincent fouilla dans sa poche et sortit un petit téléphone, un modèle prépayé bon marché, du genre qui ne peut pas être tracé. La fille, dit-il Lily, elle nous laissera entrer. La pièce devint très silencieuse. Tony s'avança, son expression s'assombrissant. « Patron, elle a 6 ans. Vous demandez à un enfant de « Je lui demande de sauver mon fils ». La voix de Vincent coupa l'air comme une lame. Elle a déjà fait plus que n'importe lequel d'entre vous. Elle a trouvé la preuve. Elle me l'a apportée. Elle est la seule qui puisse nous faire passer cette porte sans alerter Marcus. Et si quelque chose tourne mal, si Karen revient plus tôt, si Marcus a des yeux sur la maison que nous ne connaissons pas. Tony secoua la tête.
Nous mettrions cette petite fille dans la ligne de mire. Vincent baissa les yeux sur le papier sur la table. Le nom d'Ethan le fixait, entouré d'encre rouge. 50 000 dollars. La vie de son fils réduite à une transaction. Je ne laisserai rien lui arriver, dit-il doucement. Je serai là moi-même. Dès que cette porte s'ouvrira, j'entrerai. Tony, tu couvres l'arrière. Tous les autres restent dans les voitures, prêts à bouger si les choses tournent mal. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, écartant le rideau juste assez pour voir la pluie qui tombait toujours sur la rue vide. Demain soir, dit-il, Karen a une réunion avec Marcus. Lily l'a confirmé. C'est notre fenêtre. Tony soupira lourdement, se passant une main sur le visage. Utiliser une fillette de 6 ans, c'est de la folie. Vincent se retourna et pour la première fois, quelque chose de doux vacilla dans ses yeux froids. Cette petite fille est plus courageuse que la plupart des hommes que j'ai connus, dit-il. Elle a choisi d'aider. Elle connaissait les risques et elle a quand même choisi. Le moins que nous puissions faire est de nous assurer que son courage n'est pas gaspillé. Il prit le petit téléphone et le serra fort. Demain soir, tout changerait. La nuit est venue, froide et impitoyable. La pluie martelait les fenêtres de la petite maison du South Side, transformant les rues en rivières d'eau noire. Le vent hurlait dans les interstices des murs, emportant avec lui l'odeur de béton mouillé et de rouille. Quelque part au loin, le tonnerre grondait comme le grognement d'une bête endormie. Lily gisait parfaitement immobile dans son lit. Elle s'était entraînée à cela, à rester immobile, à respirer lentement, à garder les yeux fermés même lorsque chaque nerf de son corps lui criait de bouger. Le petit téléphone que Vincent lui avait donné était caché sous son oreiller, réglé sur vibreur pour que sa mère ne l'entende pas. Des pas dans le couloir, le claquement des talons sur le bois. Lily entendit la porte de la chambre de sa mère s'ouvrir, le bruissement du tissu, le jet de parfum, doux et lourd dans l'air vicié. Puis Karen apparut dans l'embrasure de la porte de Lily, sa silhouette encadrée par la faible lumière du couloir. « Je sors, dit-elle. Sa voix était sèche, distraite. Je rencontre un ami. Ne quitte pas ta chambre. Ne fais pas de bruit. Je rentrerai tard. » Lily ne répondit pas. Elle garda les yeux fermés, sa respiration profonde et régulière, faisant semblant d'être perdue dans ses rêves. Karen resta là un instant de plus, puis elle se tourna et s'éloigna. La porte d'entrée s'ouvrit, se ferma, les serrures s'enclenchèrent une par une. Puis le silence, rompu seulement par la pluie contre le toit. Lily compta dans sa tête. 1, 2, 3, jusqu'à 600. 10 minutes, comme Vincent l'avait demandé. Puis elle ouvrit les yeux. Le téléphone vibra sous son oreiller. Elle le sortit avec des doigts tremblants et regarda l'écran. Un message? Prête, petite? Lily tapa sa réponse, ses petites pouces se déplaçant avec précaution sur les touches. Oui. Elle glissa hors de son lit et descendit les escaliers en silence, évitant les marches qui craquaient. La maison était sombre et froide, pleine d'ombres qui semblaient l'atteindre à son passage. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle n'hésita pas. La porte arrière était dans la cuisine. Elle la déverrouilla aussi silencieusement que possible, ses doigts tâtonnant avec le pain dormant. Le métal était froid et glissant de condensation. La porte s'ouvrit. Tony Russo se tenait sous la pluie, l'eau dégoulinant de son manteau sombre. Derrière lui, à peine visible dans l'ombre, se trouvait Vincent. « Bonne fille, murmura Tony. Montre-nous la chambre. » Lily hocha la tête et se retourna, les guidant à travers la cuisine sombre, le long du couloir étroit jusqu'à la porte au fond de la maison. La porte qui était toujours verrouillée. La porte derrière laquelle un garçon pleurait depuis 2 ans. Tony s'agenouilla devant la serrure, sortant une petite trousse à outils de sa poche. Ses mains se déplaçaient avec une précision d'expert, sondant, testant, ajustant, armchant. 30 secondes passèrent, puis un léger déclic. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, la pièce était petite et nue. Un simple matelas sur le sol, un seau dans le coin, pas de fenêtre, pas de lumière sauf celle qui filtrait du couloir et blotti contre le mur du fond, les genoux ramenés à sa poitrine, se trouvait un garçon. Ethan Blackwell leva les yeux, ses yeux grands ouverts de terreur. Son visage était pâle et mince, ses vêtements sales et déchirés. Il se serra plus fort contre le mur comme pour tenter de disparaître dedans. « Non, murmura-t-il, s'il vous plaît. » « Pas encore. »
Il ne pouvait pas voir qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Il ne voyait que des ombres, seulement la forme d'homme qui ne lui avait apporté que de la douleur pendant 2 longues années. Puis Vincent s'avança dans la lumière. Vincent tomba à genoux sur le sol en béton froid. La pièce sentait le moisi et le désespoir. L'unique ampoule au-dessus vacillait faiblement, projetant des ombres dansantes sur les murs nus. Mais Vincent ne voyait rien de tout cela. Il ne voyait que le garçon blotti dans le coin, tremblant comme un animal blessé. « Ethan » dit-il doucement. Sa voix se brisa sur le nom, se fragmentant comme de la glace au printemps. « Ethan, c'est moi. C'est papa. » Le garçon ne bougea pas. Ses yeux restaient grands et sauvages, passant de Vincent à Tony, cherchant le piège, attendant la douleur. 2 ans dans cette pièce lui avaient appris que l'espoir était dangereux, que la gentillesse était un mensonge. Vincent s'approcha un peu plus, gardant ses mouvements lents et doux. Il pouvait voir les changements chez son fils, les joues creuses, les cernes sous ses yeux, la façon dont son petit corps tressaillait à chaque son. Ce n'était pas le même enfant rieur qui lui avait fait un signe de la main en partant cet après-midi ordinaire il y a 2 ans. « Je sais que tu as peur, » murmura Vincent. « Je sais que ça fait si longtemps, mais je n'ai jamais cessé de te chercher, pas un seul jour. » La lèvre inférieure d'Ethan trembla. Quelque chose vacilla dans ses yeux, la reconnaissance se frayant un chemin à travers des couches de traumatisme et de peur. « Papa ?» Le mot sortit brisé, incertain, comme une question qu'il avait peur de poser. « Oui, mon garçon, c'est moi. » Vincent ouvrit les bras, et pendant un instant, le temps s'arrêta. Puis Ethan se jeta en avant, s'écrasant contre la poitrine de son père avec une force qui faillit renverser Vincent. De petits bras s'enroulèrent autour de son cou, le serrant si fort que ça faisait mal. Et puis vinrent les larmes, des sanglots violents qui secouaient tout le corps d'Ethan. « Papa, papa, je savais que tu viendrais. Je le savais. » Vincent serra son fils, une main berçant l'arrière de sa tête, l'autre pressée à plat contre son dos. Il pouvait sentir chaque hausse de la colonne vertébrale d'Ethan, chaque côte sous la chemise sale. Ses propres larmes coulaient librement maintenant, tombant dans les cheveux emmêlés de son fils. « Je suis là, » suffoqua-t-il. « Je suis là. Personne ne te reprendra jamais. » Dans l'embrasure de la porte, Lily regardait en silence. Un petit sourire courba ses lèvres et ses yeux bleus brillaient de quelque chose qui ressemblait à de la joie. Elle l'avait fait. Elle avait aidé à les réunir. Puis elle entendit le bruit des pneus sur le pavé mouillé, le crissement des freins, le claquement d'une portière de voiture. Tony l'entendit aussi. Sa tête se tourna brusquement vers l'avant de la maison, chaque muscle de son corps se raidissant. « Patron » siffla-t-il, « quelqu'un est là. » Vincent leva les yeux, tenant toujours Ethan. Son sang se glaça. Des pas sur le porche, le tintement des clés, le cliquetis des serrures qui s'ouvrent. « Maman » murmura Lily, son visage soudainement pâle. La porte d'entrée s'ouvrit et Karen Parker entra. Elle portait une robe rouge et des talons hauts, ses cheveux relevés pour une soirée, mais la soirée s'était terminée plus tôt. Marcus avait annulé et maintenant elle se tenait dans son propre couloir, regardant la scène impossible devant elle. Sa fille, 2 hommes étranges et le garçon de la chambre du fond, dans les bras d'un homme qu'elle n'avait jamais vu. Pendant une seconde figée, personne ne bougea. Puis Karen hurla « Non, 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 non !» Elle recula en trébuchant, fouillant dans son sac à main, sortant un téléphone. Ses doigts se déplaçaient frénétiquement sur l'écran. « Courez !» cria Tony, attrapant Lily. Mais il était trop tard. Karen avait déjà appuyé sur envoyer et quelque part à travers la ville, le téléphone de Marcus Cole se mit à sonner. Vincent agit par pur instinct. Il prit Ethan dans ses bras et courut vers l'arrière de la maison, ses pieds martelant le plancher de bois. Tony était juste derrière lui, une main agrippant le poignet de Lily, l'attirant. « Arrêtez !» hurla Karen derrière eux. « Vous ne pouvez pas le prendre. Ils vont me tuer. » Elle se jeta en avant, attrapant le manteau de Tony. Ses ongles éraflèrent son cou, faisant couler le sang. Tony se retourna, la repoussant avec son bras libre. Karen recula en trébuchant, s'écrasant contre le mur, son téléphone tombant sur le sol avec un bruit sec. « Bougez !» cria Tony. Ils sortirent par la porte arrière sous la pluie. La ruelle était sombre et étroite,
bordé de poubelles et de clôtures en bois cassé. L'eau tombait du ciel, transformant tout en boue. Vincent courut vers la rue, Van Iten accroché à son cou. Le garçon était léger, trop léger, son petit corps pressé contre la poitrine de son père. Juste quelques pas de plus, juste quelques secondes de plus. Puis il vit les phares. Un vieux S noir bloquait le bout de la ruelle, son moteur grondant comme un prédateur affamé. Les portes s'ouvrirent et des hommes en sortirent. 5, 6, 7 d'entre eux, chacun armé de pistolets et de fusils de chasse. « À terre !» cria Tony. Le premier coup de feu retentit dans l'air, brisant une fenêtre quelque part à gauche. Vincent plongea derrière une benne à ordures, protégeant Ethan avec son corps. Tony pressa Lily contre le mur de briques, son propre pistolet déjà en main. Riposté. Tony tira 3 coups et l'un des hommes de Marcus s'effondra, mais d'autres arrivaient, se déployant pour les flanquer. Vincent sortit son pistolet et tira 2 fois. Un autre homme tomba, se tenant la poitrine. Mais ce n'était pas assez. Ils étaient trop nombreux. Ils étaient encerclés. Une balle traversa l'épaule de Tony, le faisant tourner à moitié. Il grogna de douleur mais resta debout, tirant toujours, se battant toujours. « Patron !» allaita-t-il. « On ne peut pas tenir. » Vincent regarda autour de lui désespérément. La ruelle était un piège mortel, sans abri, sans issue, et quelque part là-bas, d'autres hommes arrivaient. Puis il la vit, une grande benne industrielle contre le mur du fond, à moitié cachée dans l'ombre. Il attrapa Lily et la serra contre lui, la pressant contre Ethan. Les 2 enfants, le regardèrent, leur visage blanc de peur. « Écoutez-moi, » dit Vincent, sa voix basse et urgente. « Vous allez vous cacher là-dedans. Ne faites pas un bruit. Ne sortez pas, quoi que vous entendiez. Vous comprenez? » Ethan secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. « Non, papa, ne me quitte pas encore. » Le cœur de Vincent se brisa en 1000 morceaux, mais il n'y avait pas de temps. « Je reviendrai pour vous, » murmura-t-il. « Je le promets. Mais pour l'instant, vous devez être courageux. Pouvez-vous faire ça pour moi? » Lily tendit la main et prit celle d'Ethan. Ses yeux bleus étaient instables, calmes au-delà de son âge. « Je le protégerai, » dit-elle. Vincent les souleva tous les 2 et les descendit dans la benne, écartant les sacs poubelles pour faire de la place. Ils disparurent dans l'obscurité, 2 petites silhouettes blotties l'une contre l'autre. « Pas un bruit », répéta Vincent. Puis il se retourna et retourna dans la fusillade. Le combat fut terminé en quelques secondes. Tony tomba le premier, un coup à la tête par derrière. Vincent tira jusqu'à ce que son chargeur soit vide, puis se battit à coups de poing et de coude jusqu'à ce que 4 hommes le clouent au sol. La pluie tombait sur son visage tandis que des bottes lui donnaient des coups dans les côtes, l'estomac, la tête. Puis les bottes s'arrêtèrent. Une nouvelle paire de chaussures apparut dans son champ de vision, du cuir chair poli à la perfection malgré la boue. « Eh bien, eh bien, eh bien. » Vincent leva les yeux sur le visage de Marcus Cole. La cicatrice sur sa joue brillait sous le lampadaire. Son sourire était large et froid. « Enfin, » dit Marcus après toutes ces années. « Content de te revoir, Vincent. » L'entrepôt sentait la rouille et la viande en décomposition. Vincent était suspendu à des chaînes attachées au plafond. Ses poignets étaient à vif et saignaient à cause des menottes en métal. Sa chemise était déchirée, son visage enflé et meurtri. Du sang coulait d'une coupure au-dessus de son œil, se mélangeant à la sueur et coulant sur sa joue. À côté de lui, Tony était attaché à une chaise en métal. Son épaule blessée était enveloppée dans un chiffon sale. Sa tête pendait bas, mais ses yeux étaient toujours alertes, toujours en train de regarder. Le bâtiment avait autrefois été une usine de conditionnement de viande. Il servait maintenant de forteresse à Marcus Cole. Des crochets rouillés pendaient des rails aériens. De vieilles unités de congélation bordaient les murs comme des cercueils géants. Le sol était taché de choses que Vincent ne voulait pas identifier. Marcus se tenait devant lui, retroussant ses manches avec la patience désinvolte d'un homme qui appréciait son travail. « Essayons encore, » dit-il, sa voix douce et agréable. « Comment as-tu trouvé le garçon? » Vincent ne dit rien. Il regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Marcus soupira et lança son poing. Le coup atterrit en plein sur les côtes de Vincent, lui coupant le souffle. La douleur explosa dans son corps, mais il ne cria pas.
Il avait appris il y a longtemps que le silence était la seule arme qui lui restait. Tu sais, continua Marcus, en tournant lentement, j'ai gardé ce garçon en vie pendant 2 ans. Je l'ai nourri, je l'ai abrité. J'aurais pu le vendre 100 fois, mais j'ai attendu. Sais-tu pourquoi? Vincent resta silencieux. Parce que je voulais ce moment. Marcus se pencha près de lui, son souffle chaud contre le visage de Vincent. Je voulais que tu le trouves. Je voulais que tu espères, et puis je voulais tout te reprendre. Il frappa Vincent à l'estomac, puis de nouveau au visage. La tête de Vincent bascula en arrière, et du sang frais remplit sa bouche. La porte de l'entrepôt grinça, des pas s'approchèrent, rapides et nerveux. Karen Parker entra dans la lumière, sa robe rouge maintenant froissée et tachée. Son maquillage avait coulé, laissant des traînées sombres sur ses joues. Elle avait l'air petite et terrifiée. Une souris convoquée devant un chat. « Vous m'avez appelé, Monsieur Cole? » Sa voix tremblait. Marcus se tourna lentement, son expression passant d'un amusement froid à quelque chose de plus sombre. « Karen, dit-il, étirant son nom comme une malédiction, dis-moi quelque chose. Comment Vincent Blackwell, un homme qui cherche depuis 2 ans, est-il soudainement apparu à ta porte? » Le visage de Karen pâlit. Sa bouche s'ouvrit et se ferma, mais aucun mot ne sortit. « Ta fille, continua Marcus, sa voix baissant jusqu'à un murmure mortel. Cette petite garce blonde, elle lui a parlé, n'est-ce que pas? Elle lui a montré où le garçon était gardé. Je ne savais pas, balbutia Karen. Je le jure, Monsieur Cole. Je ne savais pas qu'elle, Marcus bougea plus vite que la pensée. Sa main se referma sur la gorge de Karen, la soulevant sur la pointe des pieds. Tu as laissé une fillette de 6 ans tout détruire, siffla-t-il. 2 ans de planification, des millions de dollars, un réseau qui s'étend sur 5 États, et tu laisses un enfant tout faire s'effondrer. Il la relâcha, et elle s'effondra sur le sol, haletante. « Trouvez-les, ordonna Marcus en se tournant vers ses hommes. Les 2 enfants, le garçon vaut 50 000. La fille, il fit une pause, souriant froidement. La fille est jeune et jolie, elle se vendra à un bon prix aussi. Le sang de Vincent ne fit qu'un tour. Il se jeta contre ses chaînes, le métal s'enfonçant plus profondément dans ses poignets. « Touchez-les, gronda-t-il, et je vous déchire à main nue. » Marcus rit et s'éloigna. De l'autre côté de la pièce, Tony croisa le regard de Vincent. Ses lèvres bougèrent à peine, mais les mots étaient clairs. « Nos hommes viendront. » Tiens bon. Dehors, des moteurs rugirent alors que les hommes de Marcus se déployaient à travers la ville, chassant 2 petits-enfants cachés sous la pluie. La benne à ordures était froide, sombre et sentait la nourriture en décomposition. Ethan serra Lily contre lui. Une main pressée sur sa bouche, l'autre enroulée autour de ses petites épaules. Ils restèrent immobiles parmi les sacs poubelles, respirant à peine, écoutant le chaos à l'extérieur. Des coups de feu, des cris, le bruit de corps tombant au sol, puis des voix, dures et autoritaires, donnant des ordres qu'Ethan ne pouvait pas bien distinguer. Des portières de voitures claquèrent, des moteurs rugirent, des pneus crissèrent sur le pavé mouillé, puis le silence. Ils attendirent. Les minutes s'étirèrent en un heure. La pluie continuait de tomber, tambourinant contre le couvercle métallique au-dessus de leur tête. Les jambes d'Ethan étaient engourdies. Son corps frissonnait, mais il ne bougeait pas. Il ne faisait pas un bruit. Finalement, lorsque l'obscurité extérieure fut devenue complète et qu'aucun autre son ne provenait de la ruelle, Ethan souleva lentement le couvercle. La ruelle était vide. Des éclats de verre brillaient sur le sol mouillé. Des douilles de balles étaient éparpillées comme des graines tombées. Une tache sombre s'étendait sur le pavé près de la clôture, déjà emportée par la pluie. Papa était parti. Ethan sortit de la benne et aida Lily à descendre. Sa robe était trempée et sale, ses cheveux blonds plaqués sur son visage. Mais ses yeux bleus étaient instables, le regardant avec une confiance totale. « Où allons-nous » murmura-t-elle. Ethan regarda autour de lui, essayant de se souvenir. 2 ans dans cette pièce avaient brouillé tant de choses. Les visages, les lieux, même ses propres souvenirs de la maison ressemblaient maintenant à des rêves, fanés et incertains. Mais une chose restait claire. La voix de son père, lui parlant un après-midi ensoleillé, qui semblait remonter à une vie entière. « Si jamais tu te perds, avait dit papa, trouve le chemin du restaurant, le Blackwell Bistro, demande Oncle Tony. Il te ramènera à la maison.
Ethan attrapa la main de Lily. Nous devons trouver le restaurant de papa. Où est-il? Il hésita. L'adresse avait été gravée dans sa mémoire, mais 2 ans d'obscurité et de peur l'avaient effacée, ne laissant que des fragments. Le North Side, une rue avec un nom de fleur. Rose? Lily? Daisy? Je ne suis pas sûr, admit-il. Mais nous devons essayer. Ils sortirent de la ruelle et s'engagèrent dans les rues vides du South Side. La pluie avait chassé tout le monde à l'intérieur. Les fenêtres brillaient d'une lumière jaune, chaude et inaccessible. Les trottoirs étaient des rivières d'eau noire. Devrions-nous aller à la police? Demanda Lily, ses dents claquant. Ethan secoua rapidement la tête. Non. Papa a dit que certains policiers travaillent pour des méchants. On ne peut pas leur faire confiance. Nous devons trouver les hommes de papa nous-mêmes. Ils marchèrent pendant ce qui sembla une éternité, passant devant des magasins fermés et des maisons sombres, passant devant des terrains vagues remplis de mauvaises herbes et de verres brisés. La ville semblait sans fin, un labyrinthe de rues qui se ressemblaient toutes. Finalement, Ethan aperçut un petit parc niché entre 2 bâtiments en ruine. Une balançoire rouillée se tenait dans un coin. Un toboggan en plastique, décoloré par le soleil et la pluie, était appuyé contre une pile de vieux pneus. « On peut se reposer ici, dit-il. » Ils rampèrent sous le toboggan, se blottissant l'un contre l'autre pour se réchauffer. Le plastique offrait peu de protection contre la pluie, mais c'était mieux que rien. Lily se blottit contre Ethan, son petit corps tremblant. « J'ai peur, murmura-t-elle. » Ethan serra sa main. Sa propre peur était une pierre froide dans son estomac, mais il la repoussa. Il devait être courageux. Pour elle, pour papa. « Tout ira bien, dit-il, je le promets. » Lily leva les yeux vers lui, ses yeux bleus brillant dans l'obscurité. « Je te crois, dit-elle. » Ils restèrent assis là pendant les longues heures de la nuit, 2 petits enfants seuls dans une ville qui voulait les engloutir. Et lorsque la première lumière grise de l'aube se glissa sur les toits, ils se levèrent et recommencèrent à marcher. La lumière du matin filtrait à travers les nuages gris, tandis que les 2 enfants trébuchaient dans des rues inconnues. Ils avaient marché pendant des heures, traversant des frontières invisibles entre les quartiers. Les bâtiments devenaient plus hauts ici, et plus proches. Les trottoirs étaient balayés. Des gens en costume d'affaires passaient en hâte, avec des tasses de café et des téléphones pressés contre leurs oreilles. Personne ne regardait les 2 petites silhouettes qui avançaient péniblement, sales et épuisées. Les jambes d'Ethan lui faisaient mal. Son estomac était noué par la faim. À côté de lui, Lily se déplaçait comme un fantôme. Ses pieds nus laissaient des empreintes humides sur le trottoir. Elle ne s'était pas plainte une seule fois, ni pendant la longue nuit froide, ni pendant la marche sans fin. Mais il pouvait voir l'épuisement dans ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissaient à chaque pas. Ils avaient besoin d'aide. Ils en avaient besoin rapidement. Puis Lily s'arrêta. « Ethan, murmura-t-elle en tirant sur sa manche, regarde. » Elle montra du doigt un bâtiment d'angle de l'autre côté de la rue, avec de grandes fenêtres en verre. Un auvent vert s'étendait au-dessus de l'entrée, et en dessous était suspendue une enseigne en bois gravée de lettres élégantes, Blackwell Bistro. Sous le nom se trouvait un logo, une lettre B, stylisée enveloppée de branches d'olivier. Le même logo que Lily avait vu sur les affiches que Vincent portait au marché. Le même logo qu'elle avait mémorisé sans même s'en rendre compte. « C'est ça, souffla-t-elle. C'est l'endroit de ton papa. » Ethan regarda, osant à peine y croire. Après tout, après toute l'obscurité, la peur et la fuite, c'était là, un morceau de chez lui, juste devant lui. Lily attrapa sa main et le tira de l'autre côté de la rue. La porte sonna lorsqu'ils entrèrent. De l'air chaud les enveloppa, transportant l'odeur du pain frais et du café. Le restaurant était à moitié vide à cette heure matinale. Quelques clients étaient assis à des tables d'angle, lisant des journaux, sirotant dans des tasses blanches. Une hôtesse leva les yeux de son podium. Son sourire accueillant vacilla quand elle les vit. 2 enfants, sales et trempés, debout dans l'embrasure de la porte de l'un des restaurants les plus chers du Northside. « Puis-je vous aider? » demanda-t-elle, incertaine. Lily s'avança. Sa voix était petite mais stable. « Nous devons voir quelqu'un qui travaille pour M. Vincent Blackwell, » dit-elle. « C'est une urgence. Il est en danger. » L'hôtesse cligna des yeux. « Je suis désolé, petite fille, mais M. Blackwell n'est pas, s'il vous plaît. » Ethan parla maintenant, sa voix se brisant.
Je suis Ethan. Ethan Blackwell. Je suis son fils. Le silence tomba sur le restaurant. Les fourchettes s'arrêtèrent de bouger. Les conversations moururent. Tous les yeux se tournèrent vers les deux enfants qui laissaient couler de l'eau sur le sol poli. L'hôtesse pâlit. Elle attrapa un téléphone derrière son podium, appuyant sur des boutons avec des doigts tremblants. En quelques minutes, un homme apparut d'une arrière-salle. Il était grand et large, avec des cheveux gris et une cicatrice sur le menton. Ses yeux balayèrent Ethan une fois, deux fois, puis s'écarquillèrent de reconnaissance. « Mon Dieu, souffla-t-il, c'est vraiment toi. » Il s'agenouilla devant Ethan, étudiant son visage comme un homme voyant un miracle. « Le jeune maître, murmura-t-il, vous êtes en vie. »« Mon papa, dit Ethan, sa voix se brisant. Ils l'ont pris. Des méchants l'ont pris. » L'homme se leva immédiatement, sortant son téléphone. « Rassemblez tout le monde, maintenant. Le patron a été capturé et son fils est là. » En quelques minutes, des hommes commencèrent à arriver. Ils remplirent l'arrière-salle, des visages durs et des mains prêtes, des soldats attendant des ordres. Lily était assise sur une chaise trop grande pour elle, enveloppée dans une couverture que quelqu'un lui avait donnée. Une tasse de chocolat chaud fumait sur la table, intacte. « Je sais où ils l'ont emmené, dit-elle, doucement. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Maman en a parlé une fois, un entrepôt près de l'ancien quartier des abattoirs. Elle appelait ça l'abattoir. Les hommes échangèrent des regards. L'un d'eux sortit d'une carte. « Montre-nous, dit-il. » Et Lily, 6 ans et plus courageuse que quiconque dans cette pièce, se pencha en avant et montra du doigt. L'entrepôt explosa dans le chaos. Les hommes de Vincent frappèrent de 3 côtés à la fois. Des vuées noires défoncèrent la clôture en grillage. Des silhouettes armées en sortirent avant même que les véhicules ne s'arrêtent. Les armes levées, des voix criant des ordres. L'effet de surprise ne dura que quelques secondes, mais quelques secondes suffirent. Les gardes de Marcus se mirent à couvert, ripostant derrière des machines rouillées et des caisses empilées. Les balles traversèrent la tôle, firent des étincelles sur les piliers en béton, brisèrent des fenêtres qui n'avaient pas vu la lumière depuis des années. Le son était assourdissant, un orage piégé entre des murs de briques et d'acier. Dans la pièce principale, Marcus entendit l'attaque et comprit immédiatement. « Tuez-les tous les deux », ordonna-t-il en sortant un pistolet de sa ceinture. Maintenant, il se dirigea vers Vincent, toujours suspendu à ses chaînes, ensanglanté et battu, mais bien vivant. Ses yeux brûlaient d'une haine qui avait couvé pendant 10 ans. « Tes hommes sont venus, » dit Marcus en levant l'arme, « mais ils sont trop tard. » Il visa le cœur de Vincent. Tony bougea, malgré la blessure à son épaule, malgré les heures de perte de sang et de douleur. Il se jeta sur le côté, s'écrasant contre le garde à côté de lui. La chaise à laquelle il était attaché se brisa contre le sol en béton. Ses mains, glissantes de sang, se libérèrent des cordes desserrées. « Patron, à terre !» Tony se jeta entre Vincent et Marcus juste au moment où l'arme tira. La balle destinée au cœur de Vincent frappa Tony à la poitrine. Il s'effondra sur le sol, une tache sombre s'étendant sur sa chemise, mais son sacrifice acheta les secondes dont Vincent avait besoin. Vincent tira sur ses chaînes avec une force née de la rage et du désespoir. Le crochet du plafond, rouillé et vieux, s'arracha de la poutre pourrie. Il tomba sur le sol, les chaînes pendant toujours de ses poignets, et chargea. Marcus tira de nouveau, mais Vincent était déjà à l'intérieur de sa garde. Il enfonça son coude dans le visage de Marcus, sentant le cartilage craquer sous le cou. L'arme tomba sur le sol. Ils se battirent comme des animaux, 2 hommes qui avaient été frères, maintenant enfermés dans une bataille dont un seul pouvait survivre. Poings et coudes, genoux et dents. Chaque coup portait le poids des années, de la trahison, de la perte et de la haine brûlante. Marcus était fort, mais Vincent se battait pour son fils. Un dernier coup de poing envoya Marcus s'écraser contre un pilier d'acier. Avant qu'il ne puisse se relever, Vincent enroula les chaînes autour de sa gorge et tira. « Fais-le !» suffoqua Marcus, son visage devenant violet. « Finis-en. » Vincent serra les chaînes. Chaque fibre de son être criait au sang. Cet homme avait pris son fils, avait volé 2 ans de la vie d'Ethan, avait prévu de le vendre comme du bétail. La mort était ce qu'il méritait, mais Vincent pensa à Ethan, à Lily, à la vie qu'il avait encore à construire. Il relâcha les chaînes, Marcus s'effondra,
haletant. Tu vivras, dit Vincent, sa voix froide comme l'hiver. Tu vivras dans une cellule, regardant tout ce que tu as construit s'effondrer. C'est pire que la mort et c'est ce que tu mérites. De l'autre côté de l'entrepôt, Karen Parker tenta de se glisser par une porte latérale. Deux des hommes de Vincent l'attrapèrent avant qu'elle ne fasse 3 pas. Des sirènes retentirent au loin, se rapprochant. La police que Vincent avait payée pendant des années arrivait enfin, prête à nettoyer le désordre et à ne poser aucune question. Vincent s'agenouilla à côté de Tony, pressant ses mains contre la blessure. « Reste avec moi, dit-il. Les secours arrivent. » Tony sourit faiblement, du sang sur les lèvres. « On a gagné, patron. On a gagné. » Dehors, des lumières rouges et bleues peignaient les murs de l'entrepôt. Et quelque part à travers la ville, 2 enfants attendaient des nouvelles que leur cauchemar était enfin terminé. L'hôpital sentait l'antiseptique et l'espoir tranquille. Des néons bourdonnaient au-dessus, projetant une lueur pâle sur l'aile privée que Vincent avait réservée quelques heures après le sauvetage. L'argent ne pouvait pas acheter le bonheur, mais il pouvait acheter l'intimité. Et en ce moment, l'intimité était ce dont sa famille avait le plus besoin. 2 lits étaient côte à côte dans la plus grande chambre. Dans l'un se trouvait Ethan, son petit corps presque perdu parmi les draps blancs et les fines couvertures. Des tubes le reliaient à des machines qui émettaient de légers bips, surveillant des signes vitaux qui revenaient lentement à la normale. Dans l'autre lit se trouvait Lily, ses cheveux blonds fraîchement lavés et étalés sur l'oreiller comme des fils d'or pâle. Vincent était assis sur une chaise entre eux, une main tenant les doigts de son fils, l'autre posée sur le bras de Lily. Il n'avait pas dormi depuis 36 heures. Ses propres blessures avaient été soignées et pansées, ses côtes fêlées bandées, ses coupures suturées. Les médecins l'avaient exhorté à se reposer, mais il refusait de quitter cette chambre. Pas encore. Pas tant qu'il ne serait pas certain que les 2 enfants étaient en sécurité. On frappa doucement à la porte. Un médecin entra, un dossier à la main. Son expression était douce mais sérieuse. « Monsieur Blackwell, dit-elle doucement, les résultats des tests sont arrivés. » Vincent hocha la tête, se préparant. « Votre fils souffre de malnutrition et de déshydratation légère, continua-t-elle. Rien qu'une bonne alimentation et du repos ne puissent en réparer. Cependant, l'évaluation psychologique montre des signes de traumatisme importants. Il aura besoin de thérapie, de patience et de temps. » Vincent regarda le visage endormi d'Ethan. 2 ans, 2 ans d'obscurité et de peur, enfermé dans une pièce qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Les blessures physiques guériraient, mais les invisibles prendraient beaucoup plus de temps. « Et Lily ?» demanda-t-il. Le médecin jeta un coup d'œil à la petite fille qui les regardait avec des yeux bleus alertes. Des égratignures et des ecchymoses, de l'épuisement, mais physiquement, elle est remarquablement forte. Le médecin fit une pause, quelque chose comme de l'admiration entrant dans sa voix. Mentalement, elle est extraordinaire. Je n'ai jamais vu un enfant de son âge gérer un traumatisme avec une telle résilience. Lily ne dit rien. Elle regarda simplement Vincent, son expression calme et stable, comme si survivre à un cauchemar n'était qu'un jour ordinaire. La porte s'ouvrit de nouveau et un homme en uniforme de police entra. Inspecteur Morrison, l'un des officiers que Vincent avait cultivé au fil des ans. Son visage était soigneusement neutre, mais ses yeux avaient un air entendu. « Monsieur Blackwell, dit-il, nous avons traité les preuves de l'entrepôt. Le carnet que vos hommes ont récupéré a été inestimable. » Vincent resta silencieux, attendant. Nom, date, transaction, tout le réseau cartographié en détail. Morrison jeta un coup d'œil à ses notes. « Nous avons déjà mené des raids dans 3 États. 15 enfants ont été retrouvés jusqu'à présent. D'autres arrestations sont attendues. 15 enfants, 15 familles qui retrouveraient leurs fils et leurs filles. 15 cauchemars qui prenaient une fin, tout comme celui de Vincent. Le procureur voulait que je vous transmette ses remerciements personnels, continua Morrison, et reconnaître que sans le témoignage du jeune témoin, il fit un signe de tête vers Lily. Rien de tout cela n'aurait été possible. Lily cligna des yeux mais ne dit rien. Après le départ de l'inspecteur, Vincent serra doucement sa main. « Tu entends ça? » dit-il doucement. « Tu as sauvé 15 enfants. Tu es une héroïne, Lily. » La petite fille baissa les yeux sur sa couverture, tirant sur un fil lâche. « Je voulais juste aider le garçon qui pleurait la nuit, » murmura-t-elle. Dans la chambre voisine, séparée par un mince mur,
Tony Russo était allongé dans son propre lit, la poitrine enveloppée de bandages épais. La balle avait manqué son cœur de 5 centimètres. Les médecins appelaient ça un miracle. Tony appelait ça de la chance. Quoi qu'il en soit, il était en vie. Et dans le calme de cette aile d'hôpital, entourée de machines qui bipaient et de pas feutrés, une famille brisée commença le long et lent processus de guérison. La prison du comté se trouvait en bordure de la ville comme une cicatrice de béton. Des murs gris s'élevaient contre un ciel gris. Du fil de fer barbelé s'enroulait au sommet des clôtures en grillage. Des gardes patrouillaient avec des visages sans expression, regardant tout et ne voyant rien. Vincent passa le contrôle de sécurité sans hésitation. Les gardes savaient qui il était. Ils ne posaient pas de questions. Karen Parker était assise derrière une épaisse vitre dans la salle de visite. Ses cheveux pendaient, mous et sales. Des cernes sombres creusaient ses yeux. La combinaison orange avalait sa silhouette mince, la faisant paraître plus petite que dans les souvenirs de Vincent. Elle leva les yeux quand il s'assit. La peur vacilla sur son visage, rapidement remplacée par quelque chose de plus dur. La résignation peut-être, ou la défaite. Vincent prit le téléphone de son côté de la vitre. Karen fit de même, sa main tremblant légèrement. Pendant un long moment, aucun ne parla. « Pourquoi ?» demanda finalement Vincent. Sa voix était plate, vide d'émotion. « Tu avais une fille, une belle petite fille qui te faisait confiance. Comment as-tu pu faire ça? » La lèvre de Karen trembla. Elle pressa sa main libre contre la vitre, comme si elle essayait de la traverser. « Tu crois que je voulais ça? » murmura-t-elle. « Tu crois que j'ai choisi cette vie? Tu as choisi de garder mon fils enfermé dans une chambre pendant 2 ans. Tu as choisi de vendre des enfants à des monstres. Je n'avais pas le choix. » La voix de Karen se brisa, des larmes coulant sur ses joues. « Je devais de l'argent, des dettes de jeu, 50 000 $ à des gens qui n'acceptent pas les excuses. Quand je n'ai pas pu payer, Marcus m'a trouvé. Il a dit qu'il effacerait ma dette si je l'aidais. Et quand j'ai essayé de refuser, elle s'arrêta, le souffle coupé. Il a dit qu'il prendrait Lily, la vendrait comme les autres, et me ferait regarder. » Vincent la fixa à travers la vitre. Une partie de lui ne voulait rien ressentir. Cette femme avait causé tant de douleur. Elle avait gardé Ethan dans l'obscurité pendant qu'il cherchait désespérément le moindre signe de son fils. Mais une autre partie de lui voyait autre chose. Une mère désespérée, une piégée entre des choix impossibles, une victime devenue monstre pour protéger la seule chose qu'elle aimait. « Tu aurais pu aller à la police, dit-il. » Karen rit amèrement. « La moitié de la police du Southside travaille pour Marcus. Tu le sais mieux que quiconque. » Le silence s'étira entre eux. Les néons bourdonnaient au-dessus. « Lily est dans une famille d'accueil maintenant, » dit finalement Vincent. « Placement temporaire. Ils disent qu'elle s'adapte bien. » Karen ferma les yeux. De nouvelles larmes coulèrent sur son visage. « Elle est forte, » murmura-t-elle, « plus forte que moi. Elle l'a toujours été. » « Oui, acquiesça Vincent. Elle l'est. » Il se pencha plus près de la vitre, ses yeux durs. « Elle mérite mieux que ce que tu lui as donné, mieux que cette vie, mieux qu'une mère qui a échangé des enfants contre des dettes de jeu. » Karen hocha lentement la tête sans discuter. Il n'y avait plus rien à discuter. « Je sais, dit-elle, je sais ce que je suis, je sais ce que j'ai fait. » Elle leva les yeux, croisant son regard pour la première fois. « Mais elle est toujours ma fille. Et je te demande, je te supplie, s'il te plaît, prends soin d'elle. Donne-lui la vie que je n'ai jamais pu lui donner. » Vincent ne répondit pas. Il la regarda simplement, cette femme brisée derrière la vitre, et pensa à la petite fille aux yeux bleus qui avait tout changé. « C'est la seule chose que je demande, » continua Karen, sa voix à peine un murmure. « La seule chose qu'il me reste à donner. S'il te plaît. » Vincent se leva, il reposa le téléphone sur son crochet. Il ne fit pas de promesse. Il ne dit pas au revoir. Mais alors qu'il sortait de ce bâtiment gris sous la pâle lumière du soleil, sa décision était déjà prise. Il donnerait un foyer à Lily Parker. 3 mois plus tard, le printemps arriva à Chicago. Des cerisiers en fleurs bordaient les rues du North Side, leurs pétales roses flottant comme une neige douce. Le soleil brillait, chaud et doré, à travers les fenêtres du manoir Blackwell, remplissant de lumière et de vie des pièces qui avaient été sombres trop longtemps. Vincent se tenait dans le salon, tenant une seule feuille de papier, le certificat d'adoption officiel.
Lily Parker était maintenant Lily Blackwell, sa fille. Le mot semblait encore étrange sur sa langue, mais il convenait, comme une clé glissant dans une serrure qu'elle était toujours destinée à ouvrir. Du jardin extérieur venait le son de rire. Vincent se dirigea vers la fenêtre et regarda une scène qui aurait été impossible quelques mois auparavant. Ethan était assis en tailleur sur l'herbe, un carnet de croquis ouvert sur ses genoux. Son crayon se déplaçait en traits rapides et confiants, capturant le monde en ligne et en ombre. À côté de lui était assise Lily, regardant avec de grands yeux un papillon émerger sur la page. « Apprends-moi, dit-elle. Je veux aussi dessiner des papillons. » Ethan sourit et lui tendit un crayon. « Commence par les ailes. Comme ça. » Leurs têtes se penchèrent ensemble sur le papier, cheveux sombres et blonds, frères et sœurs dans tout ce qui comptait. Vincent sentit sa poitrine se serrer, pas de douleur cette fois, mais de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il avait presque oublié comment ressentir. La joie. Les 3 derniers mois avaient tout changé. Le manoir qui résonnait autrefois de silence retentissait maintenant de pas, de questions et de bavardages sans fin. Des jouets apparaissaient dans les coins. Des dessins au crayon couvraient le réfrigérateur. L'odeur des crêpes remplissait la cuisine chaque dimanche matin. Vincent avait appris à cuisiner ses crêpes lui-même. Il avait appris à tresser les cheveux de Lily, mal au début, puis mieux avec la pratique. Il avait appris à lire des histoires pour s'endormir avec des voix différentes pour chaque personnage, faisant rire les 2 enfants sous leur couverture. Il n'était plus seulement Vincent Blackwell, l'homme dont le nom faisait trembler des hommes aguerris. Il était papa, et ce titre signifiait plus que n'importe quel empire. On frappa à la porte. Tony Rousseau entra, se déplaçant lentement mais sûrement. La blessure à sa poitrine avait guéri, laissant une cicatrice qu'il portait comme une médaille. Les enfants avaient pris l'habitude de l'appeler Uncle Tony, et ils faisaient semblant de s'en plaindre tout en aimant secrètement chaque instant. « Ils te veulent dehors », dit Tony en hochant la tête vers le jardin. Quelque chose à propos d'un goûter. Vincent haussa un sourcil. « Un goûter ?» Les ordres de Lily. La présence est obligatoire. Vincent rit, un son qui venait plus facilement maintenant qu'il ne l'avait jamais fait. Il sortit et s'assit sur l'herbe à côté de ses enfants. Lily lui tendit une minuscule tasse en plastique remplie de thé imaginaire. Ethan essaya de cacher son sourire derrière son carnet de croquis. Ils restèrent assis ensemble, alors que le soleil de l'après-midi peignait tout en or. Plus tard ce soir-là, après le dîner, les bains et les histoires, Vincent borda Lily dans son lit. La chambre avait été décorée juste pour elle, des murs violets doux couverts d'étoiles qui brillaient dans le noir. Lily leva les yeux vers lui, ses yeux bleus sérieux. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle. « N'importe quoi. » Elle hésita, tirant sur le bord de sa couverture. « Comment devrais-je t'appeler maintenant ?» Vincent s'assit sur le bord du lit. Il pensa au voyage qui les avait amenés ici, au marché où une petite fille avait reconnu une photographie, au courage qu'elle avait montré, à la famille qu'ils étaient devenus. « Comment veux-tu m'appeler ?» demanda-t-il doucement. Lily resta silencieuse un moment, puis elle leva les yeux et un petit sourire courba ses lèvres. « Je peux t'appeler papa ?» Vincent sentit des larmes lui piquer les yeux. Il se pencha et l'embrassa sur le front. « J'aimerais beaucoup ça, » murmura-t-il. « Bonne nuit, ma courageuse fille. Bonne nuit de papa. » Il éteignit la lumière et resta un instant dans l'embrasure de la porte, la regardant s'endormir. Dans la chambre voisine, Ethan rêvait déjà, en sécurité et au chaud pour la première fois en 2 ans. Vincent Blackwell avait passé sa vie à construire un empire de pouvoir et de peur. Mais debout ici dans ce couloir silencieux entre 2 enfants endormis, il comprit enfin à quoi ressemblait la vraie richesse. Elle ressemblait à une famille. Elle ressemblait à l'amour. Elle ressemblait à des secondes chances données et reçues. Et tout avait commencé avec une petite fille assez courageuse pour dire la vérité. Parfois, les plus petites voix portent le plus grand courage. Une enfant de 6 ans, avec rien d'autre que l'honnêteté dans son cœur, a fait tomber un empire de ténèbres et a réuni une famille brisée. Elle nous a appris que la bravoure n'a pas d'âge, que l'amour ne connaît pas le sang, et que la famille n'est pas définie par d'où nous venons, mais par qui choisit de rester. Dans ce monde plein de bruit et de chaos, nous oublions souvent les vérités simples, qu'un acte de gentillesse peut changer une vie, qu'un moment de courage peut sauver une âme, que même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière trouve toujours un chemin.
Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne, aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Nous vous apportons des histoires comme celle-ci tous les jours, des histoires d'espoir, d'amour et de la belle complexité de la vie humaine. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà été témoin d'un moment où le courage a tout changé? Veuillez partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos mots, vos expériences, votre cœur, ils comptent pour nous plus que vous ne le pensez. Merci d'être ici. Merci d'avoir écouté. Merci de croire au pouvoir des histoires. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et la paix dans votre vie, aujourd'hui et chaque jour. Au revoir pour l'instant, et nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.